Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de Big Five, le podcast foot européen du journal L'Équipe. La Ligue des Champions approche, on a hâte que ça commence, ce sera les 17 et 18 septembre. Cette semaine, on va justement parler de nos clubs français avant le début de la plus belle des compétitions. Paris, Lyon et Lille sont-ils prêts pour leur début sur la scène européenne ? Et puis on se tournera du côté des femmes. Les championnats européens attirent de plus en plus de monde dans les stades, sauf chez nous, et on aimerait bien comprendre pourquoi. Aujourd'hui, je suis accompagnée en studio d'Arnaud Herman, reporter spécialiste notamment du PSG au journal. Salut Arnaud. Bonjour. Il y a aussi avec nous Régis Dupont, reporter également, grand connaisseur de l'Olympique lyonnais et du Brésil. Salut Régis. Salut Marie-Amélie. Et enfin, Nathan Gourdol, spécialiste des championnats féminins à L'Équipe. Salut Nathan. Salut. Les présentations sont faites, maintenant c'est parti. Ce ne sera pas une saison bling-bling, ces mots sont ceux de Leonardo le 31 août après la victoire du PSG à Metz. Il y a deux interprétations à donner selon moi à cette déclaration. La première, c'est que le club en a assez des comportements de stars, des affaires extrasportives, des polémiques. Bref, il faut se recentrer sur le sportif. Et la seconde, c'est que le PSG doit régler beaucoup de choses avant de pouvoir prétendre devenir un grand d'Europe. Et c'est justement la mission de Leonardo, qui est redevenu directeur sportif du club au mois de juin. On le rappelle, Paris reste sur 3 éliminations d'affilée en 8e de finale de la Ligue des Champions. Nathan, toi, est-ce que tu as l'impression que Leonardo a réussi à remettre un peu d'ordre au PSG ? C'est clair que son retour, je pense, était nécessaire par rapport à la gestion d'Antero Henrique. Leonardo a apporté un peu plus de stabilité. On l'a vu aussi dans le recrutement. On va dire qu'il a, notamment au milieu, choisi des joueurs assez travailleurs, du Ander Herrera, du Gay. C'est des joueurs qui vont apporter énormément au PSG. Le PSG en avait besoin. Donc je pense que Leonardo, son retour a fait du bien, en tout cas sur le plan du recrutement. Alors on a souvent dit qu'au PSG, certains joueurs devenaient plus importants que l'institution, alors que ce n'était pas du tout le propre des grands clubs européens. Est-ce que Leonardo a réussi à faire la différence sur ça ? C'est un peu tôt pour le dire. Après, il est évident que si la problématique d'un club de foot, c'est de savoir si l'institution est plus importante que ses joueurs, ou vice-versa, au Paris Saint-Germain, avec ou sans Leonardo, on s'aperçoit, même si ça peut s'atténuer un peu, que c'est clair que les joueurs, ou en tout cas jusqu'il y a très peu de temps, étaient au-dessus de l'institution. Le cas Neymar l'a prouvé, mais si Neymar était au-dessus de l'institution, c'est aussi parce que l'institution lui a laissé la possibilité de l'être, en l'autorisant à voyager, en co-organisant ou en participant à l'organisation de son anniversaire. Il faut quand même rappeler, on a beau taper sur ce pauvre Neymar toute la journée, mais il faut rappeler que la première année, quand il fête son anniversaire au Paris Saint-Germain, le président Nasser Al-Khelaifi est présent à la soirée. Alors, si vous voulez pas cautionner le côté bling-bling de vos joueurs ou le fait qu'ils sont peut-être plus importants ou qu'ils prennent plus de place, vous venez pas à l'anniversaire. Donc au Paris Saint-Germain, l'arrivée de Leonardo n'a pas encore totalement rééquilibré. Mais on sait que c'est le message et c'est l'une de ses missions de faire du club une entité très forte au même titre que les grands clubs européens. Là, tu parlais de Neymar. Cet été, au point de vue communication, Leonardo a plutôt bien géré le dossier. Ah, c'est clair. Alors, on parlait du bling-bling. En fait, évidemment, le PSG peut arrêter de faire du bling-bling parce que ça a été fait, le bling-bling. On a eu Ibrahimovic il y a quelques années, et surtout Neymar et Mbappé. On a les stars. Maintenant, effectivement, il fallait recruter à des endroits bien précis. Ça a été fait. Et là, Leonardo a été très bon du point de vue donc, sportif, en recrutant un gardien, des milieux défensifs qui étaient importants. Les milieux défensifs, c'était Antero Henrique qui les avait ficelés quasiment. Alors, on va parler du mercato un tout petit peu. Mais faut quand même le dire. Un petit peu plus tard, pardon. Antero Henrique qui agissait beaucoup plus dans l'ombre que Leonardo. Oui, pour le coup, oui. Leonardo, il a cette capacité à être à l'aise, que ça soit caché ou dans la lumière. Il a cette faculté de passer d'une langue à l'autre, de vous mettre à l'aise, de vous taper dans le dos, de lever le pouce, avec Leonardo, vous passez toujours un bon moment, même si au final, derrière, quand vous êtes dans la peau du journaliste, vous n'aurez pas forcément grand-chose à tirer de ce que la discussion que vous pouvez avoir avec lui, parce qu'il est très malin, il sait très bien ce qu'il peut dire, ne pas dire, et en général, il ne dit pas grand-chose, mais vous passerez un bon moment. C'est en ça qu'il a cette faculté à séduire son auditoire, quel qu'il soit. Et Arnaud, toi, tu suis le PSG au quotidien, presque. On essaie, oui. Est-ce que tu sens que l'atmosphère en interne a changé avec le retour de Leonardo ?
Leonardo, il faut savoir que c'est quelqu'un de très agréable au contact. Il va vous taper dans le dos, il va vous faire un grand sourire, il va lever le pouce, il va passer dans les bureaux, il va dire bonjour à tout le monde. Après, dans le travail, c'est quelqu'un qui est très très dur. C'est-à-dire qu'il peut dire les choses de façon très sèche. Il avance. Si on n'avance pas avec lui, on se retrouve sur le bas-côté. Donc effectivement, il est, on va dire, compte tenu de l'après Leonardo R numéro 1, vu ce qui s'est passé, il revient un peu avec un état de grâce en disant avec Leonardo, tout va s'arranger. Effectivement, il y a beaucoup d'éléments positifs depuis son retour, mais il faut savoir que Leonardo, il va avancer. Et si vous n'avancez pas avec lui pour différentes raisons, parce que vous n'êtes pas capable, parce que vous n'êtes pas prêt, parce que vous avez des points de vue divergents, il va avancer, il vous laissera sur le bas-côté. Et Leonardo, il ne fera pas de cadeaux aux gens en interne. Après, effectivement, il a cette capacité de séduction que n'avait pas, pour X ou Y raison, Olivier Létang, qu'il était dans l'ombre, Patrick Kluivert, parce qu'il était vraisemblablement incompétent, au moins à ce poste-là, et Antero Henrique, parce que c'est pas sa nature, c'est quelqu'un, comme tu l'as dit, qui aime l'ombre. Leonardo, lui, il a cette faculté à travailler dans l'ombre et aussi à être plutôt bon quand il est dans la lumière. Ouais, je pense que sa sortie en fin de mercato, notamment, a été appréciée, en tout cas a été relayée positivement par tous les médias, où il a abordé notamment le cas Neymar. Il élude pas forcément les questions, comme tu le disais. Je pense qu'il est assez malin pour les retourner, en tout cas à son avantage. Et ça, c'est bien pour l'image du PSG par rapport à un Antero qui était, comme tu le disais, dans l'ombre. Et finalement, on en savait un peu moins sur la politique sportive du PSG que ce que Leonardo veut laisser voir, en tout cas. Bon, on peut dire que globalement, il a plutôt réussi le mercato, avec les arrivées notamment du gardien Keylor Navas, d'Idrissa Gana Gueye au milieu de terrain, et bien sûr de l'attaquant Mauro Icardi. Est-ce que c'est quelque chose dont il peut être satisfait ? Il peut d'autant plus être satisfait de ça qu'on parlait de Leonardo, de son rôle, mais c'est surtout son aura qui est totalement différente. Quand on parlait du club qui était plus petit que les joueurs quelque part, là, avec Leonardo, on a un directeur sportif qui peut parler les yeux dans les yeux avec Neymar, le remettre à sa place, qui n'existait pas jusque-là au PSG. Ça n'a jamais existé, y compris d'ailleurs lors de la première époque Leonardo avec Ibrahimovic, où finalement Ibrahimovic pouvait être plus grand que le club. C'était assumé et quelque part avalisé par l'attitude de Nasser Al-Khelaifi. Donc à tout point de vue, Leonardo a bien travaillé cet été. Maintenant, évidemment, la saison commence et là, c'est entre les pieds des joueurs. Mais est-ce que d'un point de vue sportif, est-ce que le mercato est réussi grâce à Leonardo ? Leonardo, il a une phrase qui, alors je le cite, il dit quand on vous l'interrogez sur un tirage au sort de Coupe d'Europe, vous lui dites, alors, ou un tirage au sort lambda en général, vous lui dites, alors c'est un bon tirage, il vous dit toujours, on verra après. Et là, c'est exactement ça. On va voir, pour savoir s'il a bien travaillé ou si ça fonctionne sportivement, il faudra voir à l'issue, ou en tous les cas en cours de saison, notamment, si les recrues sont au rendez-vous, si l'amalgame entre anciens et nouveaux se fait, si l'amalgame avec le staff technique et Thomas Tuchel s'effectue également, parce que ça va pas être simple cette saison pour Thomas Tuchel, notamment sur le dossier Neymar, qui revient alors qu'on s'entendait à ce qu'il s'en aille peut-être. Donc voilà, donc on verra après coup, mais il est évident que si on fait un bilan simplement très factuel, on se dit ils ont pris un gardien qui a gagné 3 fois avec des champions, qui n'était pas assis sur le banc, mais qui était pour le coup titulaire, qui a fait de très grands matchs, notamment contre la Juve, contre le Bayern avec le Real, qui a été partie prenante de ses succès. Prenez Mauro Icardi, que beaucoup d'équipes auraient voulu avoir. Après, vous pouvez vous dire, bon, le club, vous avez gardé Neymar, qui, il faut quand même pas se mentir, le meilleur joueur de cet effectif, bien au-dessus des autres. Vous pouvez vous dire que ça sent bon ou que probablement les choses se sont pas mal alignées. Après, il faudra voir ce que ça donne sur le terrain. La saison dernière, je vous rappelle qu'en début de saison, tout le monde imaginait qu'ils allaient aller gagner la Ligue des Champions. Et eux, les premiers, c'est sûrement ce qui les a perdus. Mais est-ce que Paris a déjà été aussi bien armé en termes d'effectifs sous l'ère qatari ? Non, je pense qu'effectivement, c'est la première fois que Paris est aussi bien armé. Mais ça amène aussi une autre question. C'est que, par exemple, au niveau offensif, avant, la hiérarchie était assez claire. Là, cette fois, ils sont quand même 4, voire 5 pour 3 ou 4 postes au mieux. On va voir comment ça va se passer. Icardi ou Cavani, Neymar, comment Neymar va-t-il revenir ? Est-ce que tout de suite il va être réinstallé comme un titulaire indiscutable ou est-ce qu'on va le faire un petit peu patienter, un petit peu payer ? Et surtout, comment cette concurrence va être vécue par ces joueurs, puisque ce ne sont que des joueurs qui, dans toute leur carrière, n'ont été que titulaires. Moi, j'ai un petit bémol à ça. Je ne suis pas certain que ça soit... Alors, l'effectif est de qualité, c'est pas le problème, mais je ne suis pas certain que il soit bien supérieur à, par exemple, celui qu'on avait connu
en 2012, 2013, 2014, avec la dernière année d'Ancelotti et celle de Laurent Blanc. Parce qu'évidemment, vous avez ce qu'on peut appeler deux stars planétaires, Neymar et Mbappé. Mais à l'époque, vous aviez Ibrahimovic qui en était quand même une, peut-être un peu moins brillante, mais qui en était une. Mais après, au poste de latéraux, le gardien de but, Sirigu à l'époque, les milieux de terrain étaient pour moi supérieurs au milieu de terrain, voire aux latéraux d'aujourd'hui. Donc il peut y avoir débat, surtout face aux matchs, lors des matchs qui vont compter, donc le Real dès cette semaine et après peut-être Lyon en championnat le week-end prochain, mais il y aura débat sur la profondeur et la réelle qualité de cette équipe, notamment ses latéraux et son milieu de terrain. Oui, parce que les latéraux, c'est un problème persistant. À gauche, Juan Bernat est plutôt solide, mais sa doublure Kurzawa n'offre pas vraiment de garantie. Et à droite, c'est encore pire. L'entraîneur Thomas Tuchel ne veut plus de Thomas Meunier, je pense que c'est acté. Thilo Kehrer ne s'est jamais imposé et Colin Dagba est encore un peu juste pour être titulaire. Ouais. Je voulais rebondir sur ce que disait Arnaud aussi au milieu. En fait, quand on regarde même l'effectif de 2015-2016, quand le PSG se fait éliminer par City, au milieu, il y avait encore Matuidi, il y avait Rabiot, et il y avait Mota. Il y avait Mota. Et Verratti. Et en fait, maintenant, on a Verratti, et à côté, voilà, il y a Herrera, Gueye, Paredes. Voilà, je pense que... Il y a une interrogation, en effet. Le milieu me semble moins armé qu'à cette époque-là, en tout cas. Et pour finir sur Paris, donc le match contre le Real, ce sera le 17 septembre. Le Real, on en parlait justement il y a 15 jours, n'est pas vraiment au top de sa forme. Comment Paris peut espérer le battre ? En étant simplement à son niveau, je pense qu'aujourd'hui, il y a de fortes chances que Paris soit plus fort que le Real, à l'heure qu'il est. On en reparlera au printemps, mais pour l'instant, Paris me semble mieux équilibré, plus en forme. En plus, Modric devrait être absent pour le premier match. Donc, objectivement, Paris a les arguments pour gagner, même sans Neymar, contre le Real. Alors, oui, on rappelle, Neymar suspendu, Mbappé blessé, et Kipembe, Kehrer et Draxler blessés aussi. Alors, Kimpembe, il est prêt à jouer, mais effectivement, Draxler et Kehrer sont blessés à la voûte plantaire, et il y a quand même une interrogation sur le niveau qu'aura Mauro Icardi, qui a été quand même blacklisté à l'Inter pendant 4 mois, le niveau de Cavani qui va revenir ce week-end normalement, mais qui a été blessé 3 semaines, Herrera, idem, qui doit revenir, mais qui a été absent 1 mois, et puis après, vous avez encore l'interrogation, au-delà de Neymar qui est suspendu, sur l'ensemble de l'équipe. Donc tu vois pas nécessairement le PSG plus fort que le Real comme ce que Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a un effectif qui est de nature à concurrencer des équipes comme le Real Madrid, et qui, comme Régis l'a très bien dit, qui est un petit peu en plus en difficulté en ce début de saison. Mais mercredi prochain, il y a quand même pas mal d'interrogations autour de ce Paris Saint-Germain, puisque il y a quand même beaucoup de joueurs majeurs qui sont soit en phase de retour, soit absents, notamment Neymar et Mbappé. Oui, il y a les interrogations de l'autre côté aussi, en fait, parce que c'est vrai que le Real Madrid a pas mal de joueurs blessés. Donc finalement, ce sera un choc entre deux équipes assez affaiblies sur le moment. On va maintenant passer à un club qui est lui aussi piloté par un directeur sportif brésilien. C'est l'Olympique lyonnais de Juninho, évidemment. L'idole des Gones est revenu cet été au club, et avec lui, c'est toute la culture brésilienne de l'OL qui refait surface. On se souvient tous du Grand Lyon des années 2000, celui qui faisait peur en Europe, les matchs de dingue contre le Real notamment. Moi, je ne suis pas supportrice lyonnaise, mais ces matchs-là font partie de mes meilleurs souvenirs. Et cette saison, justement, les fans de l'OL veulent retrouver ces frissons de la Ligue des Champions. Nathan, je me tourne vers toi. Est-ce que, selon toi, qu'est-ce que Juninho a apporté à Lyon pour l'instant ? Un peu comme Leonardo, déjà, une image. Donc ça, c'est bien. Je pense qu'il a été suffisamment fêté par les supporters au moment de son retour. Il a apporté ça, il a apporté du lien, je pense, en termes de communication. Sa relation avec Silvinho, elle est forcément privilégiée parce que c'est plus ou moins lui qui l'a fait venir. Voilà, il apporte, un peu comme Leonardo au PSG, il apporte du lien en fait dans l'institution. Il est assez proche du sportif. Il sait parler avec Jean-Michel Aulas quand c'est nécessaire, pardon. Donc il a apporté un peu de tout ça. Voilà. Et du coup, Jean-Michel Aulas, c'est un peu plus en retrait depuis le début de la saison, et même cet été. Officiellement, il est en retrait, mais on a vu que sur tous les dossiers chauds, finalement, il a fini par reprendre la main. La prolongation du jeune Ryan Cherki, c'est Aulas qui s'en est occupé personnellement.
la prolongation d'Anthony Lopez. C'est Jean-Michel Aulas qui est intervenu pour que ça se fasse finalement. Donc c'est quand même une mise en retraite très très relative quand même. Ça reste le patron et c'est vraiment celui qui décide et c'est encore celui qui a la main sur toutes les grandes décisions. Après, effectivement, avec Juninho, la différence c'est qu'aujourd'hui, le club a la paix. Voilà, tout simplement, Juninho a amené la paix à l'OL. Tout le monde est content, les supporters, le club, les médias également. Et voilà, on a mis de côté l'ère Genesio. La fin de l'ère Genesio était vraiment terrible à vivre pour Jean-Michel Aulas et pour beaucoup de membres du club. Ça polluait complètement tout le travail du club, ce mauvais climat entre Genesio et les supporters. Voilà, aujourd'hui, Juninho est là et le club peut travailler en paix, ce qui change évidemment beaucoup de choses. Donc le club peut travailler en paix pour aborder la Ligue des Champions. Donc Lyon est tombé dans un groupe très homogène avec le Zénith Saint-Pétersbourg, le Benfica Lisbonne et Leipzig. Premier match à domicile le 17 septembre contre le Zénith. Est-ce que c'est déjà un match capital pour l'OL et Silvinho ? Oui, parce que s'il y a quelque chose que l'OL a réussi la saison passée, c'est la Ligue des Champions, et notamment son premier tour. Maintenant, on va voir aussi s'il y a une patte Silvinho, parce que justement, le problème de l'OL l'année dernière, c'est que l'OL a pris plus de points contre Manchester City au premier tour que contre les deux autres équipes, Hoffenheim et Donetsk, qui étaient quand même pas des monstres européens. Donc, si l'OL n'a pas changé, paradoxalement, l'OL risque d'avoir des problèmes dans ce groupe très très homogène. L'objectif du club, c'est de se qualifier pour les 8e. Et après le tirage au sort, Juninho avait déclaré qu'il valait mieux prendre les 9 points à la maison pour espérer sortir de la poule. Le message était plutôt clair. Oui, parce qu'il est très homogène, mais si vous regardez un peu le pedigree des équipes, je crois, je parle sous le contrôle de Régis, mais l'OL n'a jamais battu Saint-Pétersbourg en Ligue des Champions. Benfica, et là encore je parle sous le contrôle de Régis, qui est un spécialiste du football portugais, c'est malgré tout un bon club européen qui fait des prestations très cohérentes chaque saison. C'était finaliste de la Ligue Europa il n'y a pas très très longtemps. Et puis après, Leipzig aujourd'hui sont premiers de Bundesliga. Alors pour peu que ça tourne bien pour les Allemands, on peut imaginer, même si on prétend que c'est un groupe homogène, que Lyon ait plus de difficultés à se qualifier peut-être que la saison dernière, alors qu'il y avait Manchester City qui faisait office de candidat au titre. Donc oui, il y a plutôt intérêt à prendre des points à domicile. Ouais. Oui, parce que après le match contre le Zénith, il y aura 2 déplacements à Leipzig puis à Lisbonne. Régis, je me tourne vers toi. Bruno Genesio, tu l'as dit, l'ancien entraîneur du club, était beaucoup critiqué par les supporters, mais pas seulement sur les résultats, mais aussi sur le style de jeu. Est-ce que finalement, le défi de Silvinho, c'est pas aussi de réussir à mettre en place un jeu avec plus de panache, porté sur l'attaque et un jeu à la brésilienne, quoi ? Alors, c'est ça qui est très paradoxal dans ce qui se passe aujourd'hui à Lyon, c'est que le jeu prôné par Bruno Genesio était quelque part beaucoup plus empanaché que celui de Silvinho pour l'instant. Pour l'instant, ce que veut faire Silvinho, c'est une ligne de 4 défenseurs qui défendent, un milieu qui reste en place et des attaquants qui font la différence, c'est-à-dire un jeu vraiment très très organisé, plus italien que brésilien pour le coup, en tout cas dans la culture. Mais effectivement, on attend qu'il fasse du jeu, qu'il fasse un peu rêver les foules. Or, effectivement, l'équipe de Genesio était déséquilibrée. Elle penchait vers l'avant, ce qui, sur les grands matchs, parce que Lyon avait aussi de très grands joueurs comme Fekir, comme Tanguy Ndombele ou Ferland Mendy, des joueurs qui avaient vraiment cette capacité à faire la différence au très haut niveau. Avec Genesio, cette équipe pouvait sortir des très très grands matchs les grands soirs. Là, avec Silvinho, on arrive à un cadre beaucoup plus précis, beaucoup plus strict. Mais c'est aussi ce qu'attendent les supporters, dans la mesure où les supporters, ils attendent du beau jeu, mais ils attendent d'abord des résultats. Et on peut penser qu'avec un jeu comme celui qui est prôné par Silvinho, en tout cas pour l'instant, Lyon aura des résultats plus cohérents, en tout cas plus réguliers que la saison passée. Et puis il faut donner aussi le bénéfice du doute à Silvinho. Évidemment, à la base, quand on construit une équipe, on commence par la défense et après, on voit comment on peut bien attaquer. On verra dans 3 mois quel est vraiment le jeu que Silvinho veut mettre en place. Oui, après, c'est pas encore le Brésil de Dunga, ça joue quand même un peu plus que ça. Mais effectivement, il est arrivé avec ce projet-là, d'abord bâtir défensivement, et je crois qu'il s'est pas caché sur ses ambitions au moment de son arrivée, de sa présentation. Voilà, c'est pas un entraîneur défensif à proprement parler, mais il veut mettre l'accent là-dessus dans un premier temps, et après, devant, avec les joueurs qu'il a, Depay qui est en feu sur ce début de saison, il y a quand même de quoi faire.
On va partir du Brésil pour aller dans le nord de la France. Lille, notre dernier représentant, a été moins gâté par le tirage, avec Chelsea, Valence et l'Ajax Amsterdam dans son groupe. Lille commencera d'ailleurs par un déplacement à Amsterdam le 17. Ma première question, messieurs, est très simple. Est-ce que Lille a une chance de sortir de ce groupe ? Moi, je ne pense pas. Après, le terrain me fera peut-être mentir, parce que déjà, il y a un déficit d'expérience très important à Lille. Donc, il est évident que face à des habitués de la Ligue des Champions, notamment Valence, même si Valence est en crise actuellement puisqu'il vient de changer d'entraîneur, c'est quand même une équipe qui a l'habitude de jouer des compétitions européennes. Chelsea, évidemment, dernier vainqueur de la Ligue Europa, si je ne me trompe pas, c'est ça. Ça reste aussi une équipe importante. Et le dernier, vous avez dit l'Ajax, demi-finaliste, quasi-finaliste la saison dernière, même s'ils ont perdu des joueurs majeurs cet été. Voilà, pour Lille, je pense que terminer 3e, ça sera déjà une bonne performance, puisque ça leur permettra d'être reversés en Ligue Europa et d'aller gagner de l'expérience pour bonifier l'effectif pour le futur, et puis aussi par rapport à leur modèle économique, hein, rappelons-le, qui est de faire monter des joueurs pour les vendre le plus cher possible après. Pour moi, la chance de Lille, c'est justement d'être tombé contre des gros bras, des équipes qui vont faire le jeu et qui finalement vont s'offrir au jeu de Lille. Lille, c'est un jeu de contre, on défend en bloc et on balance des flèches vers l'avant dès qu'on peut. Et finalement, on va le voir déjà dès le premier match à Amsterdam, c'est un schéma parfait pour Lille, évidemment. C'est un schéma parfait si Lille est capable de résister pendant un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes aux offensives adverses. Parce qu'effectivement, quand on manque à ce point d'expérience européenne, à un moment, ça devient quand même très compliqué. Là, je regardais avant, même José Fonte, qui est l'élément le plus expérimenté de l'équipe, a toujours pas disputé un seul match de Ligue des Champions. C'est colossal. Et à ce niveau de la compétition, c'est souvent rédhibitoire. À peine 24 ans de moyenne d'âge, l'effectif lillois. Ouais, il y a ce manque d'expérience. Il y a le fait aussi que sur le mercato, il y a pas mal de paris, quoi. Je suis pas sûr que Lille se soit vraiment renforcé cet été. Un Renato Sanchez, même si ça a été un super joueur à l'Euro 2016, depuis, il est toujours un peu à la recherche de son niveau. Est-ce que c'est vraiment un patron pour la Ligue des Champions ? Je sais pas. Arrivé du Bayern Munich pour 20 millions d'euros. C'est exact. Yazici, le Turc, pareil, il est précédé d'une bonne réputation, mais pour l'instant, sur les premiers matchs qu'il a fait avec le LOSC, c'est pas top. Timothy Weah, je suis pas sûr que ce soit encore un joueur fait pour la Ligue des Champions. Il y a quand même Victor Osimhen qui est arrivé pour 15 millions de Charleroi, déjà. Ouais, c'est la bonne pioche. 4 buts en 4 matchs de Ligue 1. Ouais, oui, en 4 matchs de Ligue 1. Là, ça sera la Ligue des Champions. Non, puis c'est toujours. C'est un début encourageant. Oui, bah évidemment. Non, mais je vais pas vous contredire. Vous avez tout à fait raison. Mais après, depuis quand tu me vous vois je sais pas. Moi, je voulais rendre les choses un peu plus solennelles, mais on peut se tutoyer effectivement. Non, mais il y a quelque chose de. Osimhen, il arrive. Bon, il est très bon depuis le départ, mais c'est pas. Moi, je trouve. Après, on n'est pas obligé de partager mon avis. C'est pas lui qui doit porter, même si c'est l'attaquant phare du club, toute la responsabilité. On va dire bon, on a Osimhen, ça va aller. On va y aller. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est comme à l'époque à Lyon où c'était aux gamins d'être, on va dire, d'assurer le minimum syndical quand ça tanguait. Non, il faut qu'il y ait autour des joueurs d'expérience, alors qu'ils aient joué ou pas la Ligue des Champions, qu'ils soient quand même aussi bien insérés dans le collectif. Ce garçon, il fait de très belles choses depuis qu'il est arrivé. Mais il faut peut-être pas trop lui en demander tout de suite, parce que si on attend que ça soit lui qui fasse toute la différence, et c'est pour peu qu'il passe à côté d'un ou deux matchs, on va dire, voilà, et puis voilà. Donc, laissons les choses se faire progressivement pour lui, même si pour l'instant, effectivement, c'est plutôt la bonne pioche. Et Lyon, c'est le bon exemple, parce qu'effectivement... Merci Régis, c'est sympa. Quand Lyon avait mis les jeunes comme ça pour un peu sauver la maison en flammes, ça marchait plutôt bien en Ligue 1. En Coupe d'Europe, c'était beaucoup plus compliqué. Voilà, c'est vraiment un monde différent, l'Europe, et la Ligue des Champions encore plus. Eh bien, messieurs, merci. On va pouvoir refermer ce chapitre Ligue des Champions. Et puis, on va parler des femmes maintenant pour terminer. Je vais vous donner un chiffre. 31 213, c'était le nombre de spectateurs à l'Etihad Stadium à Manchester City le week-end dernier pour le premier derby mancunien de l'histoire de la Super League. Et ce chiffre a de quoi faire rêver en France quand on sait que certains matchs de D1 attirent à peine 300 personnes. Alors, après le mondial réussi cet été, est-ce que c'est pas décevant de voir à nouveau les tribunes presque vides pour des matchs de D1 féminines ? Nathan est mieux placé pour, je pense, livrer le premier commentaire. Tu peux aussi te mouiller. Je peux me mouiller, effectivement. Je vais donc me mouiller. Moi, j'ai un avis assez, on va dire, comment dire,
les choses proprement. Moi, c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de regarder, le foot féminin. Mais bon, donc j'ai du mal à l'engouement sur la Coupe du Monde, il était réel parce que c'était en France, parce que c'est un autre football très agréable, avec une belle ambiance conviviale, familiale. Il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas tous les problèmes liés aux supporters et notamment aux ultras dans le football en général. Donc, ça a apporté autre chose de rafraîchissant, très bien, avec cet espoir un peu vain que nos Françaises allaient faire quelque chose. Bon, c'était finalement éliminé en quart, pas très loin, 2-1 sur une fin de match un peu haletante. Donc, why not ? Par les futures championnes du monde. En plus, les Américaines, très bien. Mais après ça, c'est difficile de voir dans les clubs. On met de côté Lyon, mais je ne suis pas sûr qu'en championnat, quand ils passent des savonnettes à toutes les équipes, hormis peut-être le PSG, Montpellier, il y ait quand même beaucoup de monde dans le stade. J'ai du mal à voir comment on arrive à transformer ou à faire passer les gens qui venaient au parc ou au stade, dans les stades du mondial parce que c'était sympa, c'était la Coupe du Monde, au championnat, revenir à l'ordinaire, et c'est parfois difficile, et c'est même parfois aussi difficile pour le football masculin. Donc voilà, pour moi, c'est pas totalement surprenant. Mais Nathan, toi, tu es effectivement un des spécialistes du sujet. Pourquoi le football de club ne marche pas en France ? Parce qu'il n'y a pas encore les opérations qu'il peut y avoir à l'étranger. Donc tu te basais sur l'affluence à Manchester ce week-end. En fait, à l'étranger, c'est des opérations surtout de com. Notamment, il y avait aussi, je crois, plus de 20 000 spectateurs à Stamford Bridge pour le match de Chelsea contre Tottenham ce week-end. Parce que en fait, les billets étaient gratuits. C'était une opération pour les faire jouer à Stamford Bridge pour la première fois. Sinon, elles jouent dans un stade de la banlieue de Londres assez éloigné, qui est assez indigne, on va dire, du football pro. En France, il n'y a pas encore ce type d'opération. On l'a fait l'an dernier sur un Lyon-Paris, si je ne m'abuse, match à 21h, où il y avait quand même 20 000 personnes au Groupama Stadium. Mais c'est encore... L'Angleterre va organiser le prochain Euro ? Oui, c'est pour ça. Pour le coup, ça a vraiment pris le football féminin là-bas. Ils mettent beaucoup de moyens. Le sponsor de la Ligue, je crois que c'est Barclays, qui a injecté plus de 10 millions d'euros dans le football féminin pro en Angleterre. Donc forcément, ça s'envole. En France, il y a encore trop de différences entre les clubs. Donc un PSG-Lyon ou un Lyon-PSG, ça va attirer des spectateurs. Mais comme le disait Arnaud, un Lyon-Fleury, non. Non, mais voilà, on est au tout début aussi. C'est vraiment tout neuf. Il faut avoir conscience de ce qui s'est passé pendant cette Coupe du Monde. Nous, en 98, avec le football masculin, il y a eu effectivement une déflagration également sur les supporters, mais ça a mis aussi un peu de temps à ce que les stades de Ligue 1 soient vraiment remplis, qu'il y ait un vrai impact populaire. Là, le football féminin, on parle de très loin. Mais ça vient, pour parler du pays que je connais le mieux, c'est le Portugal. Même le Portugal s'y met. Le prochain derby Sporting Benfica, ce sera au stade de la Luz. C'est incroyable, à la finale de la Coupe du Portugal, qui est très grand. Il sera peut-être pas totalement rempli, mais c'est quand même extraordinaire parce que le football féminin au Portugal, il y a encore un an, ça n'existait pas. La finale de la Coupe du Portugal, il y avait quasiment 15 000 personnes dans le stade. Donc c'est un vrai mouvement de fond. La France va le vivre comme les autres, pas plus vite que les autres, peut-être même un peu moins vite que certains pays, puisque en France, on est quand même moins un pays de sport, en tout cas moins un pays 100% football que le Portugal, l'Italie, l'Angleterre, par exemple. C'est ce que je voulais dire. Après, c'est aussi il y a peut-être moins de monde chez nous dans les stades, parce qu'on a moins cette culture foot. C'est évident. Oui. Quand on donne l'exemple de Chelsea-Tottenham ou de Manchester City-Manchester United, il est évident que le foot féminin anglais bénéficie aussi de ce que représentent ces matchs au niveau masculin. C'est-à-dire que le choc de Manchester ou le derby de Manchester, ça suscite un tel engouement chez les garçons, on peut penser que il y a une bascule un peu vers le foot féminin. Le derby, même si c'est pas Tottenham-Arsenal, les deux qui se haïssent à Londres, c'est un derby londonien entre deux équipes qui ont une vraie rivalité, donc je pense qu'on en bénéficie aussi. En France, ça va se limiter à PSG-Lyon, Lyon-PSG, parce que Nathan parlait de Fleury. Le problème aussi, c'est que Fleury, très bien qu'une équipe de banlieue parisienne comme ça ait une équipe qui joue en première division féminine, mais Fleury, au niveau du football français, c'est rien. Donc il n'y a pas forcément cette passerelle qui peut exister quand vous avez une équipe féminine et une équipe masculine dans un grand club où plus facilement vous pouvez peut-être basculer de l'un à l'autre, sans comparer évidemment. Là, vous dites, on va aller jouer à Fleury, très bien. Ouais. Il n'y a pas encore ce phénomène de derby qu'il peut y avoir en Angleterre, ou même en Espagne. C'est vrai que là, le Real Madrid a racheté un petit club, le CD Tacon, et veut faire une grosse équipe, donc on aura
un Real Madrid fort, un Barça fort, un Atlético fort. En France, Saint-Étienne et Marseille, qui pourraient faire des belles affiches contre Lyon ou contre Paris, pour l'instant, c'est trop faible en termes de niveau. Donc en fait, l'Espagne essaye de recréer des grosses affiches, comme il peut y avoir en Liga, et ça marche. Ça marche là-dessus. Nous, pour l'instant, on manque encore de clubs capables de rivaliser avec le PSG ou Lyon. Ça marche, mais sur un modèle peut-être un peu plus artificiel aussi, quelque part. Finalement, ils rachètent des clubs et ils rachètent clé en main quasiment un club de première division, ce qui n'est pas le cas en France, où les clubs montent leur section féminine et après montent les échelons un par un avant d'arriver en première division. Donc c'est aussi pour ça que la France est un petit peu en retard. Il faut attendre que le FC Nantes, que Rennes, que tous ces clubs arrivent en Ligue 1 et qu'il y ait effectivement une petite émulation calquée sur la Ligue 1 masculine. Mais peut-être que c'est justement positif. Si c'est dans les grands championnats où il y a une vraie passion pour le football, l'Espagne, l'Angleterre, voire l'Italie, vous avez... parce que là, on peut penser que c'est des opérations menées aussi avec l'appui de leur ligue respective, nationale. Si ces ligues-là se disent, bon bah tiens, on va monter des matchs importants entre les 3 grands clubs du pays, même au niveau féminin, peut-être que ça veut dire que c'est un marché porteur. Parce que j'imagine qu'ils ne font pas ça non plus totalement par hasard. Donc c'est qu'ils se disent, bah, on va pouvoir faire venir du monde au stade, on va pouvoir créer une économie autour du foot féminin, parce qu'aujourd'hui, tout le foot est pensé en termes d'économie. Donc peut-être que nous, on y arrivera aussi, plus ou moins rapidement. Mais est-ce qu'en France, nous, il y a une véritable volonté des clubs de développer leur section féminine ? Il y a les clubs qui ont cette volonté-là. En revanche, la Ligue n'impose pas, la Ligue et la Fédération française de football, qui travaillent main dans la main là-dessus, n'imposent pas aux clubs professionnels de Ligue 1 d'avoir une équipe féminine forte. Ce qui est, en revanche, le cas en Angleterre. En Angleterre, la Ligue a dit il faut que vous créiez une équipe féminine forte en vue de l'Euro et pour grandir. En Espagne, c'est pareil. Je ne sais pas si c'est une obligation, mais en revanche, je sais que ça a été fortement encouragé, en tout cas par la Ligue espagnole. Donc, c'est pas la volonté de la Fédération française ni de la Ligue française. Ils l'ont rappelé avant la Coupe du Monde. Ils veulent pas imposer, mais en revanche, ils encouragent fortement. Après, en termes de retombées, c'est pour l'instant difficile à calculer. En termes de médiatisation, il y a Canal+ qui s'y est mis. Ils ont un sponsor titre pour la D1 féminine. Arkema, voilà, qui était partenaire de la Coupe du Monde. Bon, si on regarde, je crois qu'Arkema donne autour de 1 million d'euros. Barclays, Nathan nous parlait de 10. Plus de 10. Plus de 10, vous voyez le rapport. Donc c'est aussi une explication au fait qu'en France, ça démarre timidement. La différence, c'est que finalement, en France, le travail de fond, il est fait par la fédération auprès des petits clubs pour créer vraiment une masse, un football de masse, y compris au niveau féminin, qui n'existe pas pour l'instant. Et c'est vraiment très, très fortement encouragé dans tous les clubs. C'est d'ailleurs parfois très compliqué pour les clubs de monter des sections féminines. Voilà, en France, on a choisi peut-être un schéma différent. On fait d'abord du football de masse pour avoir beaucoup, beaucoup de petites filles et de jeunes femmes qui jouent au football, et après avoir une élite de qualité. Mais ça peut s'arranger s'il peut y avoir une volonté des pouvoirs des dirigeants du foot français de rendre quasi obligatoire, comme c'est fait avec les centres de formation par exemple. Si vous voulez avoir un statut pro, il vous faut un centre de formation normalement. Ils pourraient très bien dire si vous voulez avoir un peu plus de droits télé, en sachant que l'année prochaine les droits vont dépasser le milliard à partir de la saison 2020-2021, il vous faut une section féminine pro ou une vraie section féminine pour les clubs qui joueront en Ligue 1, en Ligue 2. Et ça, c'est une façon aussi, alors vous poussez les clubs à se manifester ou à faire, mais c'est une façon peut-être de les inciter à en faire un peu plus pour le foot féminin. Oui, en France, c'est encore assez artisanal. Comme le disait Arnaud, il n'y a pas encore de volonté ou d'obligation de créer quelque chose de fort. C'est encore assez artisanal. C'est souvent la parole d'un homme, en l'occurrence de Jean-Michel Aulas à Lyon, ou de Louis Nicolin qui avait créé Montpellier, qui a été un des précurseurs là-dessus. Mais c'est encore trop au cas par cas, quoi. C'est pas une vague où voilà, il y a des clubs qui commencent à se monter. Il y a Reims qui se structure notamment, qui était un club pareil pionnier, mais dans les années 70 du football féminin. Mais il n'y a rien de massif là-dedans. Alors qu'en Angleterre, Sheffield, Bristol créent des clubs parce qu'il y a une demande derrière. Ce sera le mot de la fin. Merci Nathan, merci à Régis et à Arnaud. Merci aussi à Louis Godefroy et à Roland Richard pour leur aide et pour la technique. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le début de la Ligue des Champions. Salut.